Salut! J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Ce sont les fêtes. Qui dit les fêtes? Eh ben, miam miam miam! The menu, please. Alors, au programme, nous avons en premier lieu la Gemtos, les concours avec quelques petites précisions. À noter qu'il y a quelques petits changements, à vérifier ça. Nous avons le fameux rendez-vous, évidemment, hein, c'est le but de la vidéo, le fameux rendez-vous des USA pour aller à Sunnyvale. L'interview de Radiation, de Monsieur Radiation, avec la vraie fin de l'Atari Jaguar. Oui, il y a une vraie fin de l'Atari Jaguar. Elle n'est pas si pourrie que ça, finalement. Et quelques news de l'univers d'Atari. Alors, bien entendu, vous pouvez passer la vidéo avec le descriptif qu'il y a en bas. Il y a un compteur, donc c'est fait pour ça, c'est génial. Ça marche bien. Et j'en profite pour vous inviter à vous inscrire à ma chaîne, enfin à la vidéo, comme ça vous serez au courant des news, de ce qui se passe entre la Gemtos et puis l'organisation du fameux voyage aux USA. C'est fait pour les inscriptions. Allez hop. On va commencer par la Gemtos. La Gemtos Convention, c'est tous les ans maintenant au-dessus de Paris, pas loin de Paris, à Saint-Just-en-Chaussée. Et la date est du 4 au 5 mai 2024, pour ceux qui ne le savent pas. Les inscriptions, c'est à partir du mois de février, dans le forum de Gemtos. Et le forum, vous pouvez le voir dans le lien, pareil, dans la description. Vous allez faire un tour, puis il n'y a pas que ça, il y a plein de news. Pour ceux qui ne le savent pas, la Gemtos Convention, c'est un rassemblement pour les fans, les utilisateurs et les curieux de la marque Atari, que ça soit de la 2600 au Falcon, au TT, au Milan. Il y a de tout, hein. De toute façon, vous pouvez voir une vidéo de ce qu'on a fait de l'édition 2022 et 2023. C'est sympa. On s'éclate, enfin, je suppose, j'ai pas eu de mauvais retours. Apparemment, ça plaît et apparemment, il y a plusieurs personnes qui veulent revenir. Eh ben, tant mieux. Bien entendu, dans la Gemtos, c'est aussi le rassemblement des graphistes, des codeurs, des joueurs, de tout, des personnes qui soutiennent Atari depuis le début et ceux qui reviennent, qui redécouvrent Atari, qu'ils avaient lâchement abandonné dans la fin des années 90 et qui reviennent maintenant. Là, nous allons attaquer la 3e édition en 2024. On a encore le temps. Il y a quoi? Il y a plusieurs mois devant nous. C'est une organisation. Et apparemment, il y a pas mal de monde qui veulent revenir, des nouveaux, normalement. Et donc, on risque d'être un petit peu plus nombreux, tant mieux. Mais on est quand même encore en manque de bénévoles, donc on ne dit pas non pour un ou deux coups de main. S'il y a des bénévoles qui veulent nous donner un coup de main, on ne dit pas non. J'en profite aussi pour le sujet de la Gemtos, j'en profite aussi pour savoir si vous connaissez les membres du jeu Substation. Je voudrais bien qu'ils me contactent, ou s'il y a quelqu'un qui les connaît, qui puisse me contacter. Les membres de Substation, les membres du fameux jeu Battle Sphere sur l'Atari Jaguar,
Je voudrais bien aussi contacter, c'est monsieur Daniel, je l'ai marqué sur mon Falcon, j'ai du mal à lire, monsieur Daniel Macré. D'ailleurs, en parlant de Falcon, si vous entendez un bruit, bah, c'est le Falcon avec son disque dur, hein, donc ça, par contre, je peux pas le modifier sur les micros. Ce sont des vieilles machines qui font du bruit encore quand on les allume. Enfin bref, donc je voudrais bien, s'il y a monsieur Daniel Macré, le créateur du jeu Vroom, puisse me contacter. Les membres du jeu Jaguar, toujours Super Burnout, ce sont des Français en plus, je voudrais bien les contacter aussi. Et vous pouvez me contacter par mail ou sur Facebook, ou de toute façon toute ma description est dans le lien, de la vidéo. Alors attention, et j'en suis désolé, mais les concours pour la Gemtos en 2024, le concours, il y a Calamus, il y a une vidéo à faire, il y a un jeu à faire, et il y a une musique à faire. Il faut me donner vos prods avant le 15 avril et non pas début mai comme j'avais dit dans les autres vidéos. Ça a changé. Pourquoi? Bah parce que j'aimerais bien avoir les prods avant l'ouverture, le commencement de la convention Gemtos qui est maintenant début mai. Voilà pourquoi. Et dans les concours, il y a le jeu à réaliser, soit un bubble shooter ou un clone de Candy Crush. Ça, ce sont pour les pros, des codeurs, des programmateurs et tout ça. Mais pour les débutants, je pense que vous pouvez utiliser le logiciel Stos, S-T-O-S. C'est pour les débutants, c'est pour créer un jeu et essayez, pourquoi pas, vous allez peut-être gagner le prix. Et bien sûr, pour réaliser une vidéo avec Cyberpaint et Deluxe Paint, attention aux tricheurs, n'utilisez pas de PC. Utilisez un vrai Atari ou un émulateur. Et pour voir si vous ne trichez pas, je voudrais bien avoir des preuves telles une vidéo ou quelques photos pour voir si vous utilisez bien votre Atari. Bande de petits coquins pour tricher, vous êtes les premiers, Atari Carnival 2026. Eh bien, c'est toujours d'actu. J'ai toujours plusieurs personnes qui sont toujours intéressées. Je leur fais coucou d'ailleurs, ce sont les premiers à me soutenir, pardon. Donc, moi je suis toujours motivé, il n'y a rien qui va m'arrêter, et donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire sur cette aventure qui, pour moi, est un rêve? Je contacte beaucoup de personnes par mail et par Facebook, par Messenger. Alors, je prends la tête à tout le monde, j'ai envoyé des messages à Messenger. Mais je crois que vous êtes nombreux à ne pas ouvrir votre Messenger. Ensuite, vous l'avez peut-être ouvert, vous m'avez pas répondu, vous faites comme vous voulez, voilà, vous pouvez me supprimer, je comprends tout à fait, parce que je suis chiant, je fais ma pub, voilà. Donc, pour ceux qui ont complètement zappé de regarder leur Messenger sur Facebook, allez-y, ouvrez, voilà, j'ai dit des trucs pour savoir si ça vous intéresse, et voilà, quoi, c'est au cas où vous recevez bien mes messages. Toujours dans l'aventure, alors donc je suis en contact avec des personnes à qui ça intéresse, et je suis en relation avec un Américain qui est français et qui s'appelle Eric. Salut Eric, comment tu vas? Et grâce à lui, on a échangé quelques mots en vidéo, et Eric, il a trouvé ça aussi, il a l'air d'être fort intéressé, et il me soutient à mon projet. Et je le remercie, et il m'a donné quelques petites idées, quelques petites astuces, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi. Et donc, je suis assez content parce que
Parce qu'on va pouvoir bien s'avancer comme ça sur l'organisation. Je vais pas me jeter comme ça dans la gueule du loup dans l'inconnu. On s'est dit, enfin c'est surtout lui qui a dit, pourquoi pas visiter. Je crois que c'est le musée de l'ordinateur, de l'informatique, qui doit s'appeler Computer Museum. Ça peut être sympa. Je sais pas si je lui ai dit, mais ça serait aussi sympa d'aller visiter le premier bar, le bar où il y a eu la première borne de Pong. Ça peut être marrant, enfin marrant. Ça peut être sympa d'aller là-bas, à savoir la première borne d'arcade d'Atari Pong, qui est, alors attendez, qui est à Andy Capstaber. Ensuite, j'ai repéré, c'est Eric qui a repéré, hein, c'est pas moi, et se donner rendez-vous à côté des anciennement bâtiments d'Atari, à environ, je sais plus, c'est à 8 minutes, et il y a environ une dizaine de minutes de là, il y a un grand parc où ça peut être sympa de se retrouver là, et puis après on s'organise pour pouvoir faire des petites visites, le petit pèlerinage quoi. Et puis pourquoi pas, j'ai bien envie de me faire un truc un peu foufou, c'est arriver là-bas, si tout se passe bien et tout, et c'est de me faire un petit tatouage, pardon, un petit tatouage de l'événement, je sais pas, je verrai bien, voilà, c'est pour fêter l'événement, bon peut-être pas à Sunival, il ne devrait pas y avoir beaucoup de tatoueurs, mais pendant mon périple, notre périple, j'y vais quand même avec Super Niline, aller à un endroit, hop, un tatouage, comme celui-là. Oh yeah! Eh bien salut. Alors là, je suis avec Monsieur Radiation, qui est connu quand même sur le forum de Yaronet. Hein, oui, un petit peu. Voilà. Alors le sujet de l'interview, c'est de parler de la fameuse Jaguar. Can you repeat the question? Jaguar! 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 Elle a eu une fin qui est pas top. Mais finalement, c'est une machine qui en a dans le bide. Mais pourquoi la Jaguar, en fait peux-tu nous raconter le début de l'aventure de Jaguar et pourquoi ça s'est mal vendu, tout simplement? Eh bien, écoute, tout simplement, si tu veux, il faut déjà rappeler le contexte. Hein. Atari, quand il lance la Jaguar, donc en novembre 1993, elle sort d'abord sur 2 marchés métropolitains américains. Donc sur la côte est, on a donc New York, et sur la côte ouest, Los Angeles, San Francisco. Oui. Voilà. Donc en novembre, donc pour Thanksgiving, elle sort à peu près. Ils ont réussi à en produire 17 000. Et les 17 000 sont partis comme une bouchée de pain. Voilà. Il y avait 3 jeux. Dans le pack Cybermoth. Voilà. Oui. Et puis tu pouvais acheter Raiden et Crescent Galaxy. Voilà, c'est les 3 jeux au lancement de la console. C'est les 3 jeux pour le lancement. D'accord. Voilà. Alors, il faut se rappeler quand même que on est donc fin 93. En 93, en face, nous avons des consoles 16 bits qui dominent le marché, essentiellement la Super Nintendo, voilà, et puis ici et là quand même la Mega Drive de Sega. Qui cartonnent toutes les deux. Voilà. Donc ouais. Atari part avec une console, on va dire étiquetée 64 bits. Donc voilà, le commun des mortels, il dit 64, c'est 4 fois plus que 16. Donc la console doit être beaucoup plus puissante. Mais elle fait 64 bits. Alors, elle fait 64 bits, mais pas pour l'intégralité de son architecture. D'accord. Voilà, donc après... C'est pas une histoire 32 et 32 ? Alors, il y a deux choses. Quand après, certains s'interrogeaient sur les 64 bits, il y en a qui ont répondu, c'est parce qu'il y a deux... il y a 2 couples de processeurs. Hein. En fait, il y a 5 processeurs. D'abord, il y a Tom, et puis ensuite, il y a Jerry. Alors, Tom va regrouper le processeur graphique, le GPU, qui lui est 32 bits, voilà, et l'object processor, et le blitter. Voilà. Jerry, c'est le DSP, donc le Digital Signal Processor. D'accord.
Voilà. À côté de ça, on a le fameux Motorola 68000 qui équipait notamment la Sega Mega Drive et l'Atari ST. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même 5 processeurs donc dans la console Jaguar, ce qui d'ailleurs n'a pas rendu les choses simples. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi, entre autres, les difficultés à sortir des bons jeux rapidement. Et ça, Atari l'avait pas anticipé. Alors, au début, quand ils l'ont lancé, cette fameuse Jaguar, il n'y avait que 3 jeux. Ces 3 jeux Alors, 2D, au lancement de la console, donc en novembre 1993, oui, il n'y a que 3 jeux. Ensuite vont s'en suivre 3 autres jeux. Voilà. Et donc, quand on est 6 mois après le début de la console, on a encore que 6 jeux en librairie. Voilà. Ça fait pas beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup. Le premier vraiment jeu de qualité, on va dire, c'est vrai que Cybermorph, qui était vendu dans le package, était un jeu qui graphiquement était pas mal, dans un environnement 3D où on pouvait se balader comme on le souhaitait. Donc c'est vrai que comparativement, si on prend Star Fox, qui est sorti donc sur Super Nintendo, oui, et qui est assez ressemblant pour certaines choses, Star Fox lui était dans un tunnel, c'est-à-dire que la console n'était pas capable d'aller calculer la 3D au fur et à mesure qu'on se déplace. Hein. Donc on est vraiment dans un tunnel et on se déplace comme ça, voilà, de manière assez linéaire, si je puis dire. Voilà. C'est vrai que c'était une prouesse de pouvoir se balader dans un environnement 3D à 360 degrés, le tout calculé par la machine en direct. Voilà. D'accord. Le premier jeu, c'est avril 94. Le premier bon jeu, c'est Tempest 2000. Voilà. Oui. Donc, qui sort presque 5-6 mois après le lancement de la console. Et là, on est encore en avril 94. La console n'est disponible que sur les 2 marchés de départ. Elle n'est toujours pas disponible dans l'ensemble des États-Unis. D'accord. Elle est toujours disponible dans les 2 métropoles qu'on a citées, New York à l'est, San Francisco, Los Angeles à l'ouest. Et pour une raison simple, c'est qu'Atari n'a pas les moyens, et c'est ça le gros problème en fait, au départ. 94, c'est l'année où tout aurait pu bien se passer, si Atari avait eu les moyens de ses ambitions. À savoir qu'en 94, Atari déjà avait des problèmes financiers. C'était mal barré. Quoi. Voilà. Alors, avant la Jaguar, enfin, je veux dire. Petit retour en arrière. Oui. En 1989, Atari, c'est 424 millions d'euros, de dollars, pardon, de chiffre d'affaires. 424 milliards de chiffre d'affaires. À peu près 83% du chiffre d'affaires est réalisé en Europe. Voilà. Puisque la gamme, notamment ST, c'était l'essentiel du chiffre d'affaires. Hein. On va être environ, la gamme ST, 50-60% du chiffre d'affaires. Et puis les jeux vidéo, 21%, donc là on est en 1990 pour ces chiffres-là. Voilà. Et dans les jeux vidéo, on va avoir la 2600, la 7800, qui est encore distribuée aux États-Unis. Voilà. Quelle année ? En 1990. Ça se vend encore ? Eh oui, ça se vend encore. Très peu. De moins en moins, parce qu'en 90, la Super Nintendo et Nintendo, là ça commence à taper fort. Ouais. Et l'écart entre la Super Nintendo et même la 7800, rappelons sa concurrente, c'était plutôt la NES, donc la gamme d'avant, 8 bits. Hein. Et ils n'ont pas vu venir du tout, ou surtout trop tard. Et d'ailleurs on le voit puisque en 1989, donc je vous rappelle 424 millions de dollars, décidément j'ai du mal, de chiffre d'affaires. Quand on est en 1992, donc vous imaginez 1992, nous sommes un an avant la sortie de la Jaguar, le chiffre d'affaires d'Atari, ce n'est plus que 127 millions de dollars. 127 millions de dollars contre 424 3 ans auparavant. Donc on est quand même à moins 70% de chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas rien. Et donc ça a obligé Atari, parce que cette même année, le chiffre d'affaires
moins 70% par rapport à N-2. Mais c'est surtout des pertes colossales. On est à 75 millions de dollars de pertes. Ça pue du... Ça pue. Ça sent mauvais. Et donc, Atari avait dans ses cartons donc la Jaguar à sortir en 93, mais peu de moyens pour la sortir. Il a fallu d'ailleurs aller chercher de l'argent pour assurer le lancement. Et pour aller chercher de l'argent, il a fallu quelque part par obligation. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand on regarde un petit peu les rapports annuels d'Atari de ces années-là, les rapports financiers, Sam Tramiel, il a un discours, pour le coup, très clair dans ses introductions des rapports financiers. Lui, il dit très clairement, en 93, dans le rapport financier, on arrivera en 94 à prendre des parts de marché, à sortir la Jaguar et à développer des bons jeux, etc., à la condition d'avoir les moyens de le faire. Et donc, dès 1991, ils y pensent, puisqu'en 1991, ils vendent, Atari vend son usine à Taïwan. Il faut imaginer que toute la production de la gamme d'ordinateurs personnels, ST, TT, pour le coup, et même les PC compatibles, sortent de l'usine de Taïwan, donc l'usine de, excusez-moi mon accent, de Tamshu. Voilà. Cette usine, c'est quand même 16 722 mètres carrés. Et faute de moyens, en 91, on coupe et on vend ça. On vend ça combien? 60 millions de dollars. C'est pas en euros? Non. Je déconne. Non, de dollars. Et donc le gain total par rapport à ce qui restait d'un point de vue comptable, il restait à peu près 20 millions de dettes à payer sur ce bien-là. Donc ça a quand même permis de rentrer 40 millions. Donc ça a aidé un petit peu quand même à passer 92. Je rappelle, cette année 92 qui est vraiment une année pas terrible pour Atari avec les pertes. Voilà, donc heureusement qu'en 91 ils ont vendu pour avoir de la trésorerie et pour pouvoir continuer à survivre l'année 92, sachant que la console est sortie que fin 93. Et c'est pas fini, parce que arrive 94, il n'y a toujours pas assez d'argent. Il l'avait dit, Sam. Donc, en 94, il va se passer 2 étapes. Première étape, donc il faut rappeler qu'en 84 déjà, on revient un petit peu, encore une fois, on fait un petit retour en arrière, magnétoscope, Serge. Magnétoscope. Serge, oui, c'est une expression. Ah, tu ne connais pas? Non. Je pensais qu'ils allaient construire des magnétoscopes. En 1984, quand les Tramiel rachètent Atari à la Warner, ils rachètent une partie. Ils ne rachètent pas la partie arcade, qui s'appelle Atari Games, voilà, Tengen, etc. Ils rachètent que la partie homme, on va dire, maison, donc les jeux vidéo à la maison, l'Atari 2600 à l'époque, voilà. Et ensuite, eux sortiront la 7800 en 86. Et puis, donc la partie ordinateur. Voilà. Dans ce deal, la Warner a conservé 25% d'Atari Corp. Oui. Voilà, donc on va dire que la famille Tramiel, grosso modo, avait aux alentours de 75% et la Warner 25% d'Atari. On est 10 ans plus tard, en 1984-1994. En 1994, Atari a besoin d'argent pour continuer donc à financer la recherche et développement, les jeux, puisqu'on sait très bien, pour vendre une console, c'est pas tant la puissance, il faut des jeux et des bons jeux. Voilà. Et donc il retourne. C'est ce qui fait vendre une console. Exactement. Il faut un bon jeu de départ même pour faire. C'est comme la Mega Drive avec Sonic. Oui. Je crois que c'est le jeu Sonic qui a lancé la bécane. Bah, sans doute. Je suis pas un grand expert Sega, mais voilà. Et comme les Mario et les Zelda pour la partie Nintendo. Voilà. Et donc en 94, donc Atari va voir l'un de ses principaux associés, donc la Warner, et Sam Tramiel leur dit voilà, on a besoin d'argent, et donc ils font une augmentation de capital d'Atari et la Warner vient prendre un peu plus de 12 millions de dollars et passe de 25 à 27% de participation dans Atari. Ça, c'est le premier deal qui fait rentrer de l'argent en 94. C'est vraiment, on se rend compte quand même qu'Atari avait vraiment besoin d'argent, d'accord. Voilà. Ouais. Le deuxième deal,
c'est en fait lié à une plainte pour utilisation de brevets. Atari, quelques années auparavant, j'ai plus la date en tête et peu importe, avait porté plainte contre Nintendo et contre Sega. Voilà. On n'a pas eu le fond de l'histoire avec Nintendo. On sait que le deal s'est réglé, je vais dire, d'un commun accord. Hein. Et donc, pour le coup, Sega, en septembre 1994, va prendre 7,5% d'Atari. Donc, va devenir aussi associé d'Atari. Ouais. Et va amener 70 millions de dollars. D'accord ? Voilà. Alors seulement, si vous ajoutez les 70 millions aux 12 millions amenés par la Warner, sur l'année 94, grosso modo, on est sur 82 millions de dollars. Je rappelle que le budget colossal de lancement de la PS1, la première PlayStation, ouais. C'est plus de 200 millions de dollars. Hein, le budget de communication. Hein, voilà. Donc ça vous donne une idée. Là, on est en train de faire survivre une boîte. Voilà. On a besoin d'amener 80 millions de dollars. Ouais. Voilà. Mais avec ces 80 millions, il faut financer, payer toutes les charges, payer. C'est pas un budget com, hein, c'est tout payer, quoi. Hein, les loyers, les employés, les charges. Parlons des employés, c'est comme le chiffre d'affaires, hein, puisque en 1991, Atari dans le monde c'est 570 employés. En 1993, Atari, on est aux alentours de 130 employés. Hein, on en manque de tout là, des sous, des employés. C'est ça, exactement. Donc problème vraiment financier. C'est dommage parce que le lancement il est réussi. Les attentes étaient importantes. Faut se rappeler, hein, moi personnellement, j'ai pu aller au Game Show. Au Paris Game Show, alors c'était peut-être pas ce nom-là, mais en 93, il y avait encore Atari France. Et Atari France avait loué un petit emplacement. D'ailleurs, on s'asseyait par terre, je me souviens très bien. Il y avait une télé avec un magnétoscope. La console n'était pas présentée, mais dans le magnétoscope tournait en boucle donc une présentation d'Atari Jaguar avec quelques jeux et évidemment avec Alien vs Predator. Et dès qu'on arrivait sur les images d'Alien vs Predator, c'est sûr que les 20-30 personnes qui s'asseyaient à tour de rôle pour voir étaient scotchées. Parce que là, c'était quand même un gap par rapport à ce qui se faisait sur les consoles 16 bits. Oui, parce que c'est en 94, il n'y avait pas tous ces jeux-là. Il y avait Doom à peine qui est sorti, mais quand on voit Alien vs Predator que l'on voit sur la console, on se dit waouh, là il y a un gros bond en avant parce que ce jeu-là c'est quand même un FPS assez terrible. Et oui. En fait, les attentes ont été importantes dans les médias, dans les publications où Atari était présent, comme je vous l'ai dit au Paris Game Show de 93. Ça a vraiment suscité l'intérêt. Et là, on vient à l'Europe. Je rappelle. 83% du chiffre d'affaires d'Atari, début des années 90, c'est l'Europe, c'est pas les États-Unis. Et là, première erreur. Bon, après, ils n'avaient peut-être pas le choix. Hein, mais la première erreur, ça aurait été se concentrer sur les États-Unis pour lancer la console. Voilà. Deuxième erreur. L'avoir lancé sans doute trop tôt. Peut-être parce que se sont dit, on n'a que l'année 94 pour prendre nos parts de marché. Voilà. Ouais. Mais finalement, trop tôt. Parce que rappelez-vous, 3 jours au lancement, Cybermorph, bon c'est très sympa, c'est bien, on tourne, on est à 360 degrés dans un environnement 3D. Ouais. Mais après, c'est vrai, même moi qui suis fan de la marque Atari, le gameplay, soyons honnêtes, Star Fox c'est mieux. En 1993, la Jaguar est sortie. Et sachant que c'est une console qui fait 64 bits, c'est quand même un pas en avant. Et ils ont montré par le biais des fameuses vidéos sur magnétoscope qu'il y avait quand même les jeux Alien vs Predator, Doom et autres qui sont quand même de très bons jeux. Et apparemment, il y a eu, je crois en Europe, il y a eu énormément de personnes qui voulaient l'acheter. Voire même, si je dis pas de bêtises, plus de 10 000 personnes, 100 000 personnes qui se pressaient pour essayer de l'acheter. Mais
En fait, elle n'était pas encore fabriquée, la Jaguar. Un truc comme ça. Oui, alors disons que en 93, en effet, Atari, il va au compte-gouttes, il teste le marché aux États-Unis, sur les deux métropoles. Donc ceci étant dit, Mais alors, s'ils ont plus ça, comment ils font pour la construire, la Jaguar? eh ben, en fait, ils sous-traitent. Donc pour le coup, c'était IBM donc qui assurait l'assemblage à son usine de Charlotte, donc aux États-Unis, en Caroline du Nord. Voilà. Ouais. Donc il y a eu un contrat. Alors, le deal à l'époque avait été communiqué à 500 millions de dollars. Bon, après sur le papier, oui, ok, on signe pour faire 500 millions de dollars de commandes. Voilà. Mais évidemment, encore faut-il qu'il y ait autant de consoles qui soient distribuées, vendues, que ça attire. Bon, sur le papier, Il faut vendre. sur le papier, voilà. Mais c'est du marketing, tout ça. Dans la réalité, c'est vrai que si Atari avait eu les moyens d'en produire plus fin 93, plus que les 17 000, puisqu'ils ont tout vendu, évidemment, en l'espace d'un week-end. Ils ont tout vendu en l'espace d'un week-end. Oui, à peu près. Oui, sur les deux marchés, oui, tout à fait. Et s'ils avaient eu les moyens de sortir et de développer donc la chaîne de distribution plus rapidement aussi, c'est-à-dire que si en Noël 93 ils avaient fait les États-Unis dans leur ensemble, et imaginons en plus l'Europe dans son ensemble, là ça aurait été une autre histoire. Mais attention, il y a quand même un mais, avec les jeux qui sont sortis en 94, qui seraient sortis aussi en 93. Encore une fois, 94, il faut rappeler un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, excusez-moi pour la redite, ceux qui vont nous regarder, mais c'est important, la console sort avec 3 jeux, voilà. Des démos techniques, mais en termes de gameplay, peut mieux faire. Voilà. On peut le dire. Oui, carrément, oui. 6 mois plus tard, on a 6 jeux, 3 jeux de plus. Dedans, pas grand chose à se mettre sous la dent. Oui, à part Tempest 2000, qui... Au départ, ils ont que 3 jeux. Oui, c'est ça. 3 jeux. Oui. Celle qu'on a citée. Oui. Il faut attendre 6 Cybermorph, Raiden et Crescent Galaxy. Et 6 mois plus tard, que 3 jeux. 6 mois plus tard, on va venir rajouter. Alors, j'ai plus les jeux en tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a Dinodude, l'évolution de Dinodude. Voilà, c'est beau. Voilà, on a une belle image derrière de fond. Mais enfin voilà, c'est pas toujours des honnêtement, jeux c'est pas 64. Oui, c'est ça, amélioré. Mais bon, les gros jeux, ils sortent après l'été 94. Puisqu'on va avoir en octobre 94 le fameux Alien versus Predator. Et grosso modo, il s'est passé 1 an depuis le lancement test de novembre 93. Voilà. Et 1 mois après va sortir Doom. Mais là c'est ballot parce que Doom, ce qui devait être le premier jeu à pouvoir se jouer en réseau sur la Jaguar, pour le coup, suite à un bug, à 2 bugs. Jeune Carmack, n'a pas pu faire les recherches nécessaires, il n'a pas eu le temps. Atari, il a un peu pressé, il fallait absolument que le jeu sorte pour Noël 94. Donc il n'a pas eu le temps de chercher le bug qui expliquait qu'il ne pouvait pas faire tourner la musique, les musiques du jeu en même temps que le jeu lui-même. Voilà. Je le résume comme ça. Encore une évidemment. histoire de musique C'est sur la sans, Jaguar. c'est sans doute plus compliqué que ça, mais moi je suis pas programmeur, toi non plus. Voilà. En Et tout non. cas, les raisons, elles sont là globalement. Et deuxième chose, il n'a pas non plus le temps de trop tester le Jaglink, donc la possibilité de connecter plusieurs consoles ensemble. Et donc pour cette partie-là, c'est buggé. Et d'ailleurs, c'est même marqué dans le mode d'emploi fourni avec le jeu, ce qui est quand même vraiment ballot. Ah bon? Et oui. Ah tiens, il faudra que je regarde Oui, le mode d'emploi. Tu pourras regarder. Donc, pour résumer, la Jaguar est sortie en 93 oui, avec 3 jeux pas top. c'est ça. 6 mois plus tard, ils ressortent 3 jeux. Enfin, dans les 6 mois qui ont suivi le lancement, Voilà. il est ressorti 3 Ça jeux. veut dire que pendant 6 mois, ceux qui voulaient la Jaguar se sont dit ouais, bon, on s'est fait un petit peu duper, on a vu les vidéos d'Alien, ceci, cela. C'est toujours pas là. Mais c'est entre surtout- deux, c'est surtout- il y a la concurrence. Ah, mais alors, la concurrence n'est pas encore là. Elle pointe le bout de son nez. Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais en 93, il y avait qui sur le marché?
comme concurrent. Ah bah en 93, on a les concurrents historiques, hein, Nintendo et on va dire global, hein, parce qu'après ici là il peut y avoir pour le Japon, mais globalement dans le monde, Europe, États-Unis, c'est Nintendo et Sega hein, en 93. Hein. Mais Ouais, l'Amiga CD32 en fait, qui est présenté, la 3DO, bon, mais enfin bon, 3DO, globalement, on va dire des marques connues et reconnues. Amiga aussi connu et reconnu, attention à ce que je vais dire parce que je sais que voilà, mais globalement ah ouais, on avait la concurrence de la Voilà, fameuse voilà. CD32 non mais d'Amiga. encore une fois, si Atari C'était dur. avait pu retarder le lancement de la console d'un an, la sortir fin 94, la sortir avec des packages, par exemple un package Alien vs Predator en Europe et aux États-Unis, un package Iron Soldier. On n'en avait pas encore parlé de ce jeu-là, mais Iron Soldier qui quand même, il faut rappeler, donc en janvier 95, on a le CES, hein, le Consumer Electronics Show. Il en ressort quoi de ce CES? Tempest 2000, meilleur son et meilleur shooter de toutes les consoles présentées. Voilà. Il en ressort Iron Soldier, meilleur simulateur. Voilà. Il en ressort Alien vs Predator, meilleur jeu Jaguar. Ok. Pour revenir donc à ce que j'allais vous dire, c'est que s'il y avait eu un package au Japon, parce qu'elle sort aussi au Japon, fin 94, l'Atari Jaguar, mais au lieu de la sortir avec Alien vs Predator, ils auraient dû la sortir avec un jeu mecha. Donc Iron Soldier. Quand on sait comment ils sont fans de jeux mecha. Sachant Voilà. qu'il y avait un public derrière. Il y avait en un 93, il y avait, Voilà. il y avait, Voilà. il y avait un public, Mais- ils ont vu. Voilà, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, en Europe, il y avait une demande, il y a eu énormément de précommandes, certains chiffres circulent. Combien de précommandes? Aux alentours de 100, 150 000 précommandes dans toute l'Europe. Voilà. En France, on avait Retour 2048, donc qui s'est substitué à Atari France suite à la fermeture d'Atari France. Hein. Retour 2048 avait pléthore de précommandes. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que Atari ne livrait pas en 94 et qu'a vraiment commencé à livrer que 6 mois plus tard, à partir d'octobre, novembre, août-septembre, pardon, 94. Entre deux, dans les bouquins, dans les journaux, tout le hype qu'il y avait eu autour de la Jaguar commençait à s'estomper au profit des présentations des jeux qui allaient sortir l'année suivante, ou déjà fin 94 au Japon, pour le lancement de la PlayStation, notamment. Voilà. Et voilà. donc, c'est vrai qu'en 94, Atari, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux que 93. En 93, Atari, c'est 28 millions de chiffre d'affaires. Je le rappelle, en 94, c'est 38 millions. Et dans ces 38 millions de chiffre d'affaires, la Jaguar représente 77% du chiffre d'affaires. Vous imaginez un an avant, la Jaguar représente 13% du chiffre d'affaires, parce qu'elle est sortie que fin 2093, et en 94, elle représente 77%. Elle vient en fait suppléer, remplacer ce que représentait la gamme des ordinateurs dans le chiffre d'affaires d'Atari. Mais pas au même niveau, évidemment, on n'est plus aux 400 millions de chiffre d'affaires. Vous imaginez, voilà, le chiffre c'est ça, d'affaires, oui. il a été divisé par 10 entre 89, plus de 430 millions de dollars de chiffre d'affaires, et on arrive à peine 38 millions. Alors, en 94, Atari, quand même, Alien vs Predator se vend bien, voilà, ils y croient. Donc en 95, ils pensent que ça va être une bonne année pour eux, mais patatras, la Saturn qui sort, la PlayStation qui sort ces années-là. Et finalement, le chiffre d'affaires sur l'année, là c'est la cata, moins 62% par rapport à 94 et 14 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc là, c'est la fin des haricots. Ce qu'il aurait fallu, et de toute façon ça s'est pas fait, voilà. C'est qu'en 93, voire même début 94, la Jaguar sort, qui présente non pas ces trois jeux, les trois premiers jeux un peu pas pourris, mais pas top, même pour l'époque. Oui. Il aurait fallu mettre le fameux, on revient encore sur Alien versus Predator. En 93, ils auraient fabriqué à temps pas mal de consoles, ça serait vendu. Voilà. Et là,
il y aurait eu Pour un revenir, autre tournant à donc l'histoire. à ce qu'on se disait, hein, c'est que le marché d'Atari, c'était quand même l'Europe au début des années 90, à plus de 80%. Voilà. Si la console était sortie en masse en Europe, déjà... Avec les jeux. Et avec des jeux, même, je dirais même au début, au lancement, avec les 3 jeux dont on a parlé, même aux États-Unis, hein, s'ils n'en avaient pas eu 17 000, mais le double ou le triple, peut-être qu'ils les auraient vendus, hein, soyons clairs, parce que la publicité, tout ce qu'on pouvait voir dans les médias alors à l'époque c'était pas Internet, hein, c'était essentiellement les médias, les journaux, les magazines. Oui. Ça a créé vraiment une émulation. Tout le monde voulait une Atari Jaguar. Enfin tout le monde, une bonne partie était attirée par la machine, d'autant qu'elle n'était pas vendue très cher, aux alentours de $249. 249 € pour faire simple. Voilà. Mais pour revenir, Oui, pardon. excuse-moi de te couper. Donc je disais, voilà, l'exemple de la France avec Retour 2048, ça a été flagrant. C'est que Retour 2048, fin 94, quand les premières consoles sont arrivées, il y avait eu déjà énormément d'annulations des pré-réservations. Voilà. Donc tout ce chiffre d'affaires qui est perdu, il est perdu. Et toutes ces parts de marché qui permettent après d'aller voir les éditeurs tiers en leur disant j'ai tant de consoles en part de marché, commencer à me sortir des jeux, et ça c'est pas fait. Voilà. Donc encore une fois, l'année 94, qui a été une meilleure année que 93 pour Atari globalement en termes de chiffre d'affaires, la Jaguar a commencé à prendre son envol, mais pas au rythme attendu. Et 95, ça a vraiment été la dégringolade, parce que là pour le coup Atari avait su produire un peu plus de 100 000 consoles sur l'année 95. Ils vont en écouler environ 25 000. Oh la vache. Voilà, donc moins que l'année 94, puisque globalement fin 94, la Jaguar il s'est écoulé entre le lancement en novembre 93 et fin au 31 décembre 94 environ 100 000 consoles, et il va s'en écouler que 25 000 de plus en année 95, parce que encore une fois la force de frappe de Sony avec ses 200 millions de dollars de budget comme communication de lancement pour la PlayStation a vraiment cassé le marché. On pouvait rien faire. Non. Ce qui a vraiment cassé aussi, c'est encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais le kit de développement que Brainstorm, donc société française, a nettement amélioré au dire des développeurs qui étaient sur la machine, mais malheureusement trop tard. Et ce kit de développement a été amélioré au fur et à mesure. Ils ont trouvé des bugs, donc ils l'ont corrigé au fur et à mesure de l'année 94. Donc imaginez, vous êtes développeur, vous êtes en train de faire un jeu, vous avez un bug, vous savez pas si c'est vous dans votre programme qui avez fait une erreur. Et là, Brainstorm vous dit, tenez, mise à jour par rapport à hier ou avant-hier. Voilà, enfin, compliqué de sortir des bons jeux rapidement. Et c'est ça aussi qu'Atari, Sam Tramiel mettait d'ailleurs dans ses rapports financiers, c'est qu'il n'avait pas vu venir le délai de production de bons jeux, de jeux de qualité, et que globalement, il fallait entre 7 et 18 mois pour sortir des bons jeux. Et donc la Jaguar et Atari n'avaient pas le temps de faire ça pour sortir des bons jeux beaucoup plus vite, beaucoup en nombre. Un magazine dont j'ai plus le nom, mais un magazine américain de l'époque, quand il a testé Alien vs Predator, il a dit très clairement, je le résume ainsi, hein, mais c'est écrit un peu dans ce sens, si Atari avait la possibilité de sortir 12 jeux du même acabit, la Jaguar aurait une chance. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Ça c'est pas fait. Alors j'aurais, là c'était l'histoire de la chute de la Jaguar. D'Atari et de la Et d'Atari, Jaguar, mais qui n'est pas une mauvaise machine. Oui, c'est pas une mauvaise machine. Non, c'est pas une mauvaise machine, mais compliqué à programmer avec 5 processeurs qui partagent le même bus. Hein, pour tout vous dire, c'était la première fois qu'il y avait une machine aussi complexe à programmer. Et d'ailleurs, Sony va s'en inspirer puisque la PS2 va avoir une architecture à peu près équivalente. Mais évidemment, avec un kit de développement sans commune mesure avec ce que Atari avait poussé en 93, début 94 au développement. Atari, ils ont essayé de survivre, quoi. C'est ça. Voilà, avec ça. les peu de moyens qu'il leur restait, quoi, C'est leurs ça. dernières armes, et puis voilà. C'est ça. Donc moi j'ai une question, peut-être que tu pourras me répondre. Oui. Alors la Jaguar, je joue évidemment, mais je me suis toujours demandé, c'est quoi ce fameux DSP qu'il y a au cul de la Jaguar? Ah, le port DSP. Alors DSP, déjà, je rappelle, ça veut dire Digital Signal Processing.
Donc globalement en français ça signifie traitement numérique du signal. Donc le but en fait c'est que on puisse accéder directement donc au DSP de la console, et avec ça en fait on pouvait à la fois traiter un signal vidéo, ou des signaux vidéo, des signaux sonores et aussi des signaux de communication. La Jaguar avait la possibilité, notamment donc par ce port, et Jacques Lync, on en a parlé tout à l'heure avec Doom. Globalement, il n'y aura que Doom pendant la sortie de la console de mémoire qui va exploiter cette fonction de jeu en console en réseau. D'accord. Voilà, mais buggé comme je te l'ai dit. Voilà. Ensuite, on aura un autre jeu, mais qui va sortir après la durée de vie commerciale de la console, qui, on va dire en 1996, quand Atari fait banqueroute. Ça va être Battlesphere, voilà, qui lui permet de se connecter jusqu'à 16 consoles. 16 Oui, 16 consoles entre elles. Un chou. Voilà, et oui, c'est pas qu'un peu. Voilà. Il y avait aussi donc la possibilité de créer. L'idée, c'était aussi de créer un modem et de pouvoir jouer donc en réseau, comme on joue aujourd'hui. Imaginez, mais là, il y a 30 ans. Dans ces cartons, Atari avait la possibilité de sortir un modem Internet et pouvoir faire du jeu en réseau à distance. Voilà. Donc sur le papier, c'est ce dont à quoi sert le DSP. D'accord. Voilà. Il sert aussi à connecter, pour ceux, je crois qu'ils sont 2 dans le monde, à avoir le prototype, donc le casque virtuel. J'allais en venir. Et pour ça, je te devance. Mes questions. Et d'où ta question? Et en parlant de casque virtuel, oui, la Jaguar, moi j'ai vu des vidéos avec le casque virtuel Jaguar. Oui. Ouais, on est à l'E3 ou CES, je sais plus, 1995. Ok. En effet. Pourquoi c'est pas sorti? Il n'y a pas de jeu qui va avec. Alors, c'est un petit peu. C'est sorti, mais il n'y a pas de jeu. C'est un petit peu, en fait, quand on regarde Atari sur ces dernières années, avec les chiffres, etc., c'est un petit peu la course à essayer de trouver quelque chose qui permet d'avoir un avantage comparatif. Mais en fait. En avance sur son temps. Oui, mais avec le recul, beaucoup d'énergie, d'argent dépensé pour rien. En avance pour la chute. En plus du modem, de tous ces gadgets, il y a eu le casque virtuel. Oui. Et le casque virtuel, moi je l'ai vu que sur une vidéo ou deux en 93 ou 94. Mais ça s'est pas vendu. Pourquoi? Alors de mémoire, c'est plus 95 au CES ou à l'E3. 95, oui. Voilà, qu'il a été présenté. Il avait été annoncé en 94, comme quoi ils étaient à l'étude. D'ailleurs en 94, même 93, le CD aussi. Voilà. Mais le choix a été fait plutôt de sortir aux alentours de l'été 95 le lecteur de CD. Voilà. Oui. Puisque face à la PlayStation et encore une fois la Sega Saturn qui était sortie, surtout au Japon, puisqu'elle sortira en septembre 95 aux États-Unis, la PlayStation. Mais voilà, Atari a plutôt fait le choix de se concentrer sur le lancement du Jaguar CD. Le casque virtuel finalement, c'était une belle démo technologique. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas le marché. Quand on voit qu'encore aujourd'hui, c'est pas, voilà, vous et moi, regardez, la plupart des joueurs, on joue encore sur des écrans 2D et pas en casque virtuel. Donc imaginez il y a 30 ans, avec des technologies qui étaient moindres. Il n'y a qu'un seul jeu qui est sorti et qui exploite donc la capacité de réalité virtuelle, c'est Command 3D. Donc qui est sorti évidemment sur support cartouche qu'on peut mettre et auquel on peut jouer, qui est sorti, mais qu'on joue en 2D, voilà, et qui détecte si vous avez le casque virtuel. D'accord. Sur internet j'ai vu, je crois qu'il y a que deux ou trois modèles de Jaguar VR qui sont sur, qui sont réellement sortis, voilà. Bêta sans doute, donc les personnes qui l'ont peuvent y jouer à Command 3D en 3D pour le coup. Alors, petite nouveauté quand même, un super émulateur qui a été fait par Rich Whitehouse et qui supplante tous les émulateurs Atari Jaguar qui ont été faits jusqu'alors. Mais je remercie quand même tous ces gens qui ont fait
ces émulateurs qui nous ont permis quand même de jouer plus ou moins à quelques jeux de la ludothèque Jaguar sur PC notamment. Mais voilà, Rich Whitehouse a sorti Big PEMU, PEMU, voilà. Vous pouvez chercher ça sur Google ou autre moteur de recherche. Et pour le coup, lui, ça permet de jouer, si vous avez la ROM de commande 3D, si vous avez un PC et vous avez un casque virtuel, peu importe la marque, ça vous permet de jouer à commande 3D comme à l'époque, comme il y a plus de 30 ans, présenté au CES ou à l'E3 de 95. Ah ça c'est intéressant ça. Enfin c'est intéressant, bon j'imagine que le jeu en lui-même... N'ayant pas de casque virtuel, j'ai pas testé. Ah ça c'est un truc... ça sera à faire. Un truc à faire à la Gemtos quoi. Et voilà, bien. Ok, bah écoute, Radiation, je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses qui ont bien été développées, ainsi que tous les chiffres et tout. Oui. Est-ce que tu viens à la Gemtos 2024 ? Oui, bien sûr. Ah bah super, donc si jamais vous avez des questions à poser sur la Jaguar, voire même la VCS, parce que c'est un fan aussi de la fameuse VCS, bah écoutez, on se retrouve là-bas. Et donc on sera présent et puis écoutez, je vous dis au revoir. À bientôt. Ciao. Ah, voilà, ça fonctionne. J'ai eu une panne de batterie, j'ai dû recharger. Et en attendant, j'ai dû faire mon repassage. J'aime pas le repassage. Tout le monde sait maintenant Atari depuis quelques années René, tel un phénix de ses cendres sous ses ailes enfin bref. Et René, avec une vraie société, je vais pas vous raconter l'histoire, vous le savez tous. Et de ce fait, il y a, pour connaître les news, il y a un fanzine qui est sorti, même en format papier, mais c'est aux États-Unis évidemment. Alors les Américains qui me regardent, vous ne pouvez plus vous le procurer parce que le fanzine est sorti en 50 exemplaires et ça s'est vendu, tout est vendu, normal je pense. 50 c'est peu. Mais par contre vous l'avez en format internet et il est sympa, je vous donne le lien pareil sous la description. Il y a aussi un jeu que j'ai trouvé sympa, fait par, ce sont des amis, fait par Chaot, DMASC et Pépé Pekpok. Le jeu il est super sympa, je vous invite à le télécharger parce qu'ils y ont mis du cœur, du temps, de la sueur et tout. Et il est original ce jeu, je ne l'ai pas encore essayé, j'ai des problèmes avec mes disques durs. Le jeu il a l'air d'être fort sympa. Je vous laisse regarder la vidéo. Et il est assez original parce que des fois c'est sur... c'est image MSX, image Atari ST, image ZX81, enfin le concept est original, il y a de très jolis graphismes. Donc le jeu, franchement, je vous invite à le télécharger, ça vaut le coup, c'est original, il y a un bon jeu comme ça qui sort sur Atari, il n'y en a pas tous les jours, tous les mois, tous les ans. Vous avez aussi un site internet assez sympa qui s'appelle Côté Gamers. Côté Gamers, ils vendent des jeux neufs, des jeux récents, avec leur boîte, disquettes et tout. Et je leur fais une petite pub parce qu'ils ont été sympas avec nous pour la Gemtos. Mais leur site est sympa et leur jeu est sympa. Et il n'y a pas que pour Atari, il y en a aussi pour plusieurs marques de jeux rétro et PC. Description. Ensuite, si vous voulez promouvoir vos jeux, vos démos, vos logiciels ou du hardware ou autre sur Atari, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de faire une petite place pour vous faire une petite pub, pourquoi pas. Et pour finir, je viens d'apprendre qu'il y a les dates pour la prochaine édition de Silly Venture, édition été, qui se déroulera le 15 et le 18 août 2024. Pour cette édition, je pense que je vais y aller.
si je trouve un créneau, ça tombe à la fin de mes vacances. Ouais, je vais aller faire un tour. Je vais aller faire un coucou là-bas aux Polonais, et puis je vais aussi faire ma petite pub. Hein. Voilà. J'en ai dit des choses, tant mieux. Et j'espère qu'il y en aura encore plus qui vont nous suivre dans l'aventure du voyage, du fameux voyage aux USA. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous regardez ma première vidéo, j'explique vraiment de A à Z. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce hein, si vous aimez. Et regardez votre messagerie, vos mails. Je vous ai certainement envoyé un petit message. Et comme qui dirait l'Atari 2600, à plus. Allez, salut. Un truc qui n'a rien à voir, ça c'est pour Good Chip. Good Chip, je te dis tout simplement, fais attention à ton bras, car pas de bras, pas d'Amiga.